Bonjour chers élèves, bienvenue dans le cours IG du baccalauréat 2021, option SVT. Je viens de récupérer le texte PDF très clair, donc je vais essayer de refaire la correction en détail. Et donc cet examen-là, il y avait bien sûr un exercice de parties de chimie, ensuite les ondes, ensuite le nucléaire, ensuite le circuit RL et RLC. Bien. Pour la partie chimie, vous avez deux parties indépendantes. On va parler un peu de transformation d'oxydoréduction. Donc je laisserai de toute façon le lien du sujet dans la description de la vidéo. Et dans la première partie, on va suivre l'évolution d'un système chimique. Donc on réalise une expérience en introduisant une masse de zinc dans un volume égal à 40 ml d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique, HCl, de concentration Ca. Donc la réaction qui va avoir lieu, c'est entre les ions H3O+, et le zinc. Et on vous donne l'équation de la réaction. On vous donne comment évolue X en fonction du temps, c'est en millimol. Donc la première fraction que j'avais reçue, c'était pas clair en millimol. Donc la mesure de volume de dihydrogène formé permet de suivre. Donc là ensuite, on peut par exemple suivre la réaction par mesure de pression. On mesure la pression. À partir de la pression, par exemple, on peut remonter au volume de gaz d'hydrogène. Mais là, peu importe, on vous dit le volume d'hydrogène permet de suivre ou bien de mesurer X en fonction du temps. On vous donne la masse molaire de zinc, les questions calculer les quantités de matière initiale, remplir le tableau d'avancement, déterminer quel est le réactif limitant en justifiant votre réponse, calculer T1,5, la vitesse de réaction à T égale à 400, on vous donne le volume total, interpréter la variation de la vitesse volumique, et pour accélérer la réaction, on commence l'expérience mais avec une solution acide plus concentrée, quel est le facteur cinétique mis en jeu ici, et comment évolue T1,5 lorsqu'on augmente la vitesse de réaction. Vraiment que des questions pratiquement du cours. Ensuite, la deuxième partie, on va déterminer la constante d'un acide inconnu. On va prendre l'acide propanoïque, on va dans sa concentration et son pH, écrire l'équation modélisant la réaction de l'acide avec l'eau, la constante d'acidité Ka, calculer le taux d'avancement et conclure concernant la réaction tilde totale ou limitée, montrer que l'équation Ka s'écrit sous cette forme-là, représenter le diagramme de prédominance. Vous connaissez le pH, donc il faut déterminer le pKa. Ensuite, on considère l'acide benzoïque, C6H5CO2H, dont la constante sera notée Ka2. Et pour déterminer Ka2, on mélange le même volume de la solution aqueuse d'acide propanoïque d'une solution aqueuse de benzoate. Et les deux solutions sont en même concentration molaire. Question écrire l'équation chimique de la réaction qui se produit entre l'acide et l'ion benzoate. Recopier sur votre copie le numéro de la question et écrire la lettre correspondante à la proposition vraie, c'est-à-dire quel est le quotient de réaction de cette équation-là. On vous donne le quotient de réaction, connaissant Ka1, on vous demande de déterminer Ka2. Très bien. Donc voilà, partie chimie, donc je vais d'abord corriger la partie chimie, ensuite on va entamer la partie physique. Et je vais insister sur les choses à ne pas oublier surtout. Bien, là, on vous dit, dans le texte, de toute façon, c'est une réaction totale entre l'acide et le zinc. On vous donne H2 gazeux, plus ZN2 plus aqueux, plus 2H2O liquide. Les conditions initiales, on a mélangé 1 g de zinc avec une concentration d'acide de 0,5 mol par litre. Quelles sont les quantités de matière à l'état initial? Donc là, c'est un solide. Donc la quantité de matière, c'est la masse divisée par la masse molaire. Et ça vous donne 1,53 10 moins 2 mol. Ne pas oublier les unités. Et surtout, il ne faut pas écrire 1 sur 65, par exemple, c'est 0,01. Et dire 10 moins 2. Il faut faire le calcul scientifique. Toujours un chiffre plus A, BC, 10 à la puissance quelque chose. Bien, la même chose, la concentration de H3O+, c'est C fois V, donc ça vous donne la concentration 0,5 fois le volume qui est
40 10 moins 3 et ça vous donne 2 10 moins 2 mol. Bien. On va remplir ce tableau d'avancement. Donc on a déterminé le nombre de mol initial, 2 10 moins 2 pour le H3O+, 1,53 10 moins 2 pour le zinc, bien sûr 0,0 pour les autres. L'état intermédiaire, on va faire juste moins, mais faites attention ici, moins 2x, bien sûr. La quantité de matière ici ne dépend pas du coefficient qui se trouve ici. Donc c'est cette partie-là qui dépend du coefficient, donc moins 2x et 1,53 moins x. Et bien sûr ici, j'ai le coefficient 1, 1, donc je vais avoir x, x. Et à l'état final, on remplace juste x par x final. Quel est le réactif limitant? On sait que c'est une réaction totale, donc il faut s'arrêter quand l'un des réactifs est éliminé. Il n'y a plus de ce réactif. Donc pour déterminer le réactif limitant, on pose ça égal à 0 et on détermine x max. Donc c'est 2 10 moins 2 sur 2, 6 10 moins 2 mol. Et ensuite on pose cette quantité égale à 0 et on trouve 1,53 10 moins 2 mol. Et x max c'est la quantité la plus petite. Quelle est la quantité la plus petite? C'est 10 moins 2. Donc le réactif limitant c'est H3O+. Très bien. Maintenant, on nous demande de déterminer, de calculer T1 demi. Là, il faut faire très très attention. Il ne faut pas prendre surtout cette valeur et diviser par 2. Parce que là, la réaction n'est pas encore terminée. Ah, donc la réaction continue. Donc on ne peut pas déterminer x max à partir de la courbe. Ou bien x final. Mais on l'a déjà calculé tout à l'heure. On sait que x max, c'est 10 moins 2, c'est-à-dire 10 millimoles. Donc, T1 demi par définition, c'est l'avancement lorsque x est égal à x max sur 2. On a déterminé x max tout à l'heure, c'est 10 moins 2 mol, c'est-à-dire 20 millimoles, divisé par 10 millimoles, pardon, 10 moins 2, 0,01, 10 millimoles divisé par 2, ça vous donne 5 millimoles. Je cherche sur la courbe 5, c'est ici, et je cherche la projection. Là, il faut faire très attention. C'est pas 400 piles, comme j'avais pris dans la première solution. Là, j'ai un schéma très clair. Donc, vous voyez la courbe, il passe entre, là vous avez 100, chaque petite gradation ça fait 20, donc ça fait 100, 200, 300, 200, voilà 220, 40, 60, 80, entre 200, 80 et 300. Donc exactement par la moitié de ce petit cadran, donc c'est 290 et seconde moins 1. Voilà, 390 pardon, 100, 100, 200, ah, c'est 290, pourquoi 390? C'est 290 secondes. Donc voilà, voilà, on peut faire des erreurs je sais que c'est 290, j'ai écrit 300, donc c'est bien 290 secondes. Bien, maintenant la vitesse volumique est égale à 400. Voilà, on va chercher d'abord T400, c'est 100, 200, 300, 400, donc c'est exactement là, on vous donne la tangente. Donc là, il suffit de rappeler qu'est-ce que c'est que la définition de la vitesse volumique. C'est 1 sur le volume d de x sur d de t. Donc je vais calculer la pente de cette droite. Et toujours la pente, essayez de prendre des points qui sont clairs. Par exemple, celui-là, c'est clair. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est 6 millimoles. Ici, j'ai 2,246. Donc 6 moins 3, 1, 2, 3 moins 3,6. Et là, j'ai bien sûr à peu près, donc là j'ai 400, voilà, j'ai 400, donc là j'ai pris 400 moins 100, donc voilà, et ça vous donne 300. Et là, ça me donne une vitesse volumique exactement de 10 moins 4 mol litre moins 1 minute moins 1. Donc voilà, j'ai retracé correctement, vous voyez bien, c'est exactement 100, et ici 400. Voilà, et ça me donne 2 10 moins 4 mol litre moins 1 minute moins 1. Question suivante, interpréter l'évolution de la vitesse volumique. Vous savez que la vitesse volumique, c'est la pente de la tangente. Donc ici, à l'origine, vous avez une pente maximale. Donc vitesse est très grande. Et au fur et à mesure que l'équation évolue, la pente tend vers 0. Pourquoi? Tout simplement parce que la concentration des réactifs diminue au cours du temps. Et donc, la vitesse va diminuer au cours de l'évolution, au cours du temps. Donc voilà, vous avez une pente maximale, il diminue. Et à la fin, il va tendre vers 0. Donc, la vitesse diminue au cours de la réaction car la concentration des réactifs diminue.
Donc si on a moins de réactifs, vous avez la probabilité bien sûr qu'un corps A réagit avec un corps B devient très faible et la vitesse de la réaction va diminuer. Maintenant, on va utiliser un acide beaucoup plus fort que tout à l'heure. Donc voilà, tout à l'heure on avait utilisé 0,5, on a doublé l'acide, maintenant c'est 1 mol par litre. Et même quantité de zinc, même volume. Donc là, et on vous dit la question, quel est le facteur cinétique qui va accélérer la réaction? On vous dit que la réaction s'accélère. Donc qu'est-ce qu'on a changé? On a changé la concentration de l'un des réactifs. Et donc le facteur cinétique ici, c'est bien sûr la concentration initiale des réactifs. Donc si on augmente la concentration initiale des réactifs, la vitesse de réaction va augmenter. C'est normal. Si vous avez une solution très concentrée, vous avez plus de molécules dans l'eau et donc vous avez plus de chances qu'une molécule A rencontre une molécule B. Maintenant, comment varie T1,5 lorsque la vitesse augmente? Et bien sûr, si la vitesse augmente, on va atteindre l'équilibre rapidement et donc T1,5 va diminuer. Donc voilà, T1,5 va diminuer. Très bien. Voilà pour maintenant pour la partie 2. Le but, c'est de déterminer la constante d'acidité d'un couple. On vous dit d'écrire l'équation de la réaction de l'acide propanoïque avec l'eau. Donc, voilà, un acide AH plus H2O donne A- plus H3O+. Il ne faut pas oublier les deux flèches. Concentration de AH, c'est donné de 10-3 mol, pH 3,79, et on vous dit de déterminer le taux d'avancement et conclure concernant la réaction, est-ce qu'il est total ou limité. Bien, ça c'est vraiment des choses que vous connaissez par cœur. Pour le taux d'avancement, bon, j'ai mis le tableau, mais vous n'avez pas besoin. Juste pour rappeler que la concentration de H3+, c'est X final sur le volume. Et bien sûr, puisque l'eau, c'est en excès, le réactif limitant, c'est l'acide, X max est égal à C fois V. Donc, taux, c'est X final sur X max. X final, c'est le volume fois la concentration de H3+, divisé par C fois V, en simplifiant par le volume, et il nous reste taux égale à concentration de H3+ sur C. Or, donc taux, c'est 10 à la puissance moins pH sur C. Je connais le pH, je connais C. Faites une petite application numérique, vous allez trouver 8, 10 moins 2. Bien sûr, pas d'unité. Donc très très petit devant 1, donc la réaction est très très limitée. Bien, maintenant on va montrer que Ka est égal à ça. Donc on vient de montrer que concentration de H3+ égale à concentration de A-, et la concentration de l'acide, d'accord, c'est C moins concentration de H3+. Donc la constante d'acidité, donc ça c'est AH, là aussi c'est un problème de copier-coller, c'est ici la concentration de l'acide propanoïque. Hein. Donc c'est H3O+, sur C moins la concentration de H3O+, et je remplace concentration de H3O+, par 10 à la puissance moins pH, donc je retrouve expression demandée. Si vous remplacez le pH par la valeur donnée, vous allez trouver exactement la valeur qu'on vous propose, 1,43, 10-5. Maintenant, on vous demande de tracer le diagramme de prédominance. Sur ce diagramme, qu'est-ce qu'on fait? L'axe, c'est l'axe des pH. On cherche la valeur de pKa. Donc, vous calculez moins log de cette quantité, vous allez trouver 4,84. Donc, si la concentration de l'acide égale à la concentration de la base, le pH est égal à pKa. Donc là, personne ne domine, ni l'acide ni la base. Si le pH est supérieur à pKa, c'est la concentration de la base qui domine. Si le pH est plus petit que pKa, c'est l'acide qui est majoritaire. Maintenant, on va faire la réaction entre l'acide propanoïque et l'ion benzoate. Donc voilà l'acide propanoïque, voilà l'ion benzoate, c'est entre deux couples acides. Donc cet acide va réagir avec la base conjuguée de cet acide-là et va vous donner bien sûr la base conjuguée de celui-là, c'est cette quantité-là, et l'acide conjugué de cette base, c'est celle-là. Donc là, on a un mélange de deux couples acide-base. Et vous connaissez par cœur que la constante d'équilibre, c'est Ka1 sur Ka2. Mais laquelle est la A1? C'est très simple à se rappeler. Le Ka1 qui se trouve au numérateur, c'est l'acide qui apparaît ici dans les réactifs. D'accord? Donc vous avez toujours AH plus une base, donne A2H plus la base. Donc c'est l'acide qui se trouve ici, c'est celui qu'on met au numérateur.
C'est dans notre cas KA1 sur KA2. Donc KA1 sur KA2, la bonne réponse, c'est la réponse C. Ensuite, déterminer KA2 sachant que K égale à 0,23. Bon, là, il suffit de faire le rapport KA1 sur KA2. Vous connaissez KA1, vous connaissez K. Petite application numérique, ça vous donne 6, 22, 10, moins 5. Très bien. On passe à la physique. On va faire les ondes maintenant. On vous donne ici un vibreur qui vibre à la fréquence 50 Hz. On vous donne un schéma, la surface de l'eau, un instant T. Donc représente l'aspect, donc ça c'est l'aspect de la surface de l'eau à un instant T donné. On vous donne la distance D qui se trouve sur le schéma, ici, c'est 15 mm. Qu'est-ce que c'est qu'une onde mécanique? Recopier sur votre copie le numéro de la question et écrire la bonne proposition, la valeur de lambda, la valeur de la fréquence. Quelle est l'équation de mouvement de M en fonction de T, l'équation horaire? Ensuite, on change la fréquence et on trouve une autre longueur d'onde, lambda prime, et on vous dit, est-ce que le milieu est dispersif? Cette partie, je l'avais oubliée dans la première version. Donc, on règle à nouveau la fréquence à 50 Hz et on fait une ouverture de 4,5. Quel phénomène va-t-on observer? Il faut le justifier. Recopiez sur votre copie le numéro de la question et d'écrire les paramètres de l'onde après une fois qu'il passe à travers la fente. Donc là, c'est une question pure et simple de la diffraction. Bien, allons-y donc. Une onde mécanique, bien sûr, c'est un phénomène de propagation, c'est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. Bon, pour déterminer lambda, là, on regarde sur le schéma cette distance. Combien de lambda? Vous avez 1, 2, 3 lambda. Donc là, 3 lambda égale à D, c'est donné, 15 mm. Donc lambda, c'est 5 mm. Donc tout de suite, je coche la case C. Maintenant, on vous demande de déterminer la vitesse. On connaît la fréquence, c'est 50. On connaît lambda, c'est 5. Donc 50 fois 5, c'est 250, 10 moins 3. Ça veut dire 0,25 mètres par seconde. Je coche la même chose, la case C. Maintenant, on va considérer un point M de la surface d'eau tel qu'il se trouve à la distance de la source de 17,5 mm. Et on vous dit quelle est l'élongation du point M en fonction du temps. On sait que un point M quelconque de la surface de l'eau va reproduire le même mouvement de la source, mais avec un retard, θ est égal à quoi? Θ égale à distance, vitesse égale à distance sur θ. Donc c'est toujours Ym va s'écrire Ys de t moins θ. Donc tout de suite je barre C et D parce que j'ai un signe plus. Maintenant, quelle est laquelle des deux qui est vraie? Je dois calculer θ tout simplement. Et θ est égal à Sm 17,5, 10 moins 3, divisé par la vitesse qu'on a déjà calculée. Et vous allez trouver 0,07 et non pas 0,035. Donc la bonne réponse, bien sûr, c'est très simple, calcul simple. On règle la fréquence cette fois-ci à la vibreur à la fréquence 100 Hz. On vous donne la longueur d'onde 3 mm, c'est celle qu'on a trouvée. Vous voyez, déjà on vous donne la longueur d'onde, ici c'est 3 mm. Donc on a changé la fréquence, la longueur d'onde bien sûr change, et on vous demande est-ce que le milieu est dispersif. Donc là, il faut absolument calculer la vitesse. La nouvelle vitesse, bien sûr, ça sera lambda prime fois n prime. Et vous voyez qu'on trouve une vitesse différente de 0,25 qu'on a trouvé tout à l'heure avec la fréquence 50 Hz. D'accord? Donc si la vitesse dépend de la longueur d'onde, la vitesse change avec la fréquence. Donc c'est un milieu qui est dispersif. Donc la vitesse varie avec la longueur d'onde, donc c'est un milieu qui est dispersif. Bien, donc tout à l'heure lambda c'était 5, maintenant c'est 3. Vous voyez, on a changé la longueur d'onde et la vitesse change, donc le milieu est dispersif. Donc il faut absolument calculer lambda prime pour justifier que le milieu est dispersif ou non. Maintenant, on va régler à nouveau la fréquence, on revient sur notre 50 Hz, c'est-à-dire la vitesse c'est 5 mm. On place dans l'eau dans la cuve un obstacle contenant une ouverture de largeur 4,5 mm. Nommé le phénomène est justifié.
Donc là, pour nommer le phénomène, ou bien pour voir comment se comporte l'onde lorsqu'elle traverse une ouverture, il faut toujours comparer la longueur d'onde à la valeur de A. Si la longueur A est plus petite que la longueur d'onde, donc voilà, comme l'ouverture est inférieure à la longueur d'onde, d'accord, donc on va avoir un phénomène de diffraction. Donc on va avoir tout simplement ici des vagues de forme circulaire au-delà de l'ouverture. Recopiez sur votre copie le numéro de la question, écrire la lettre correspondant à la proposition vraie. Là, c'est tout simplement, il faut savoir que l'onde qui est diffractée conserve les mêmes propriétés qu'avant la diffraction. C'est-à-dire, ni la longueur d'onde change, ni la vitesse change. Donc, on va recopier les longueurs d'onde et la vitesse qu'on a trouvées dans la première question, c'est-à-dire 5 mm et 0,25 mètres par seconde. Très bien. Passons maintenant un peu au nucléaire. On va étudier la production de tchénium, technétium, à l'intérieur, bon, TC, pas grave, je ne sais pas comment on le prononce, à l'intérieur du générateur, le molybdène se désintègre selon la réaction suivante. Des questions précisées en le justifiant le type de désintégration, déterminer en MEV l'énergie libérée, ensuite scintigraphie osseuse à l'aide de technétium. Pour subir une scintigraphie osseuse, une infirmière injecte à T égale à 0 à un patient une dose du produit marqué. La courbe de la figure ci-contre, voilà, vous donne l'évolution de l'activité en fonction du temps et des questions concernant cette courbe. Déterminer graphiquement T1,5. Quelle est la constante de désintégration, j'allais dire la longueur d'onde. Un examen réalisé 3 heures après l'injection de la dose et recopier et écrire la lettre correspondante à la bonne réponse, c'est-à-dire calculer le nombre de noyaux qui va rester au bout de 3 heures. Est-il possible de refaire le même examen au patient 48 heures après l'injection de la dose? Question intéressante. Voilà, on va d'abord répondre au nucléaire. Donc le molybdène se désintègre pour donner Tc plus une particule X, conservation de Z, donc X doit être égal à moins 1, donc c'est bêta-, type de désintégration bêta-. Bon, l'énergie là, c'est juste un calcul, c'est la masse du Tc plus la masse de bêta- moins la masse de MO fois 931, et ça va vous donner 1,35 mégaélectronvolts. T1,5. Bon, pour T1,5, vous voyez A0, c'est 1, 2, 3, 4 carreaux, donc A0 sur 2, c'est 2 carreaux, donc ça me donne 2 carreaux, ça me donne exactement 6 heures. Donc là, c'est clair sur le schéma, pas de problème. Maintenant, on veut déterminer lambda. Bon, là aussi, on connaît lambda, on connaît T1,5, donc log de 2 sur T1,5. Petit calcul, ça va vous donner 0,1155 heures moins 1, parce que T est en heure. Voilà, jusqu'à problème. Maintenant, pour déterminer N, vous avez deux méthodes. Soit vous calculez classiquement l'activité au bout de 3 heures, c'est-à-dire c'est A0, donc A0 c'est 140 fois 4, ça vous donne 560, exponentielle moins 3 lambda. Et vous faites calculatrice et ça va vous donner 1,3 10 puissance 13. Ou bien, une autre méthode, c'est, on sait que A, au bout de, il suffit de remarquer que 3 c'est T1,5 sur 2, et on sait que l'activité au bout de T1,5 sur 2, c'est l'activité initiale divisée par racine de 2. Donc vous faites 560 sur racine de 2 et vous allez déterminer A, l'activité à l'instant 3, à l'instant de 3 heures. Bon, une fois qu'on connaît l'activité, bien sûr, il suffit d'écrire A égale à lambda n. Lambda, on vient de le déterminer dans la question précédente. Donc vous faites 560 divisé par racine de 2 fois lambda et vous allez trouver 1,23 10 puissance 13. D'accord? Donc soit cette méthode, soit celle-là. Bon, la lecture sur la courbe, c'est un peu pas tout à fait clair. Vous allez tomber sur ce point. Or, ce n'est pas tout à fait ce point. C'est légèrement inférieur à ce point. Donc, le mieux, c'est d'utiliser soit le calcul direct, mais le plus simple, c'est d'écrire déterminer d'abord A au bout de 3 heures, c'est-à-dire T1,5 sur 2. C'est 560 sur racine de 2, qui est égal à lambda n. On connaît lambda, et vous allez déterminer n.
Maintenant, est-il possible de faire le même examen au bout de 48 heures? Bon, il suffit de remarquer sur la courbe 12 fois 4, c'est ici. Et vous voyez bien qu'au bout de 48 heures, l'activité elle est nulle. Donc on ne peut plus faire un diagnostic avec cet échantillon parce que le nombre de désintégration elle est nul. Donc on ne peut rien détecter au bout de 48 heures. Ou bien une autre façon de répondre, c'est de dire que 48 c'est 9 fois t1,5. Donc ça vous donne 900 à 0, c'était 560, divisé par 2 puissance 9. Vous allez trouver qu'elle est très très faible, pratiquement 0. Donc on ne peut pas faire d'examen après 48 heures. On passe enfin à l'électricité. Donc là, c'est un circuit RC, charge du condensateur. Ensuite, décharge dans un dipôle qui peut être soit une bobine réelle, une bobine parfaite ou une résistance. On va dans la charge initiale maximale du condensateur, c'est 3 microcoulombs. Et on vous dit de montrer que C0, c'est égal à 0,5 microfarad. Ensuite, on a fait 3 expériences avec 3 dipôles différents, une résistance, une bobine réelle, une bobine idéale, et on vous dit d'associer chaque courbe au dipôle correspondant. Ensuite, dans le cas de l'expérience 1, déterminer la valeur de taux, déduire la valeur de R. Dans l'expérience 3, nommer le type d'oscillation. Expliquer de point de vue énergétique la courbe obtenue, c'est-à-dire pourquoi on a diminution de l'amplitude au cours du temps, déterminer la valeur de la pseudo-période, et dans le cas d'une bobine idéale, déterminer la période propre, déterminer la valeur de L1, montrer que l'équation différentielle est donnée par ça. La solution est QM cosinus 2pi sur T0 fois T. Recopier sur votre copie ici et donner laquelle de ces 4 solutions est la correcte. C'est là où il faut faire juste un petit peu attention. Là aussi, petit b, calculer Imax. Bon, là aussi. Après, l'énergie totale du circuit se conserve. Expliquer pourquoi. Bon, ça, c'est purement du cours. Calculer la valeur de l'énergie totale. Ça, c'est très facile. Et là aussi, où il y a une petite réflexion, c'est calculer la valeur absolue de la charge lorsque l'énergie électrique est égale à l'énergie magnétique. C'est-à-dire l'énergie emmagasinée dans le condensateur est égale à l'énergie emmagasinée dans la bobine. Bon, allons-y donc. On veut déterminer C, on connaît la valeur de E, on connaît Qmax. Bon, là, il suffit de chercher la relation entre la tension, une fois que le condensateur est complètement chargé, la tension au bord du condensateur, c'est la force électromotrice du générateur, et E, c'est Q sur C. Donc, je détermine tout de suite. C, c'est Q0 sur E. Donc, 3 divisé par 6, c'est 0,5. Et 0,5, 10 moins 6, ça vous donne bien 0,5 microfarad. Bien. Maintenant, on va associer chaque courbe. On a 3 dipôles, une résistance, une bobine réelle et une bobine idéale. Bon. On va prendre la première courbe. Le cas de la résistance, laquelle ici, c'est clair. Si on a une résistance, on a une décharge du condensateur dans la résistance. Donc, c'est l'expérience 1. Maintenant, une bobine idéale, c'est le cas où il n'y a pas de résistance. Donc, vous avez un mouvement oscillatoire, c'est la courbe 2. Et une bobine réelle, l'amplitude diminue au cours du temps. Donc, c'est l'expérience 3. Donc, courbe A, expérience 3. Courbe B, expérience 1. Et courbe C, expérience 2. Dans l'expérience 3, c'est-à-dire dans le cas, ici, on a des oscillations dont l'amplitude diminue au cours du temps. La question, c'est nommer ce régime. Bien sûr, c'est un régime pseudo-périodique. Expliquer de point de vue énergétique l'allure de la courbe. Bon, il suffit de dire que la bobine possède une résistance, donc il y a des pertes par effet Joule, ce qui explique la diminution de l'amplitude. La valeur de la pseudo-période, c'est là où vous allez faire peut-être des erreurs. Surtout celui qui prend ici, il essaye de déterminer la période à partir de la courbe ici. Ça, il ne faut pas le faire. Parce que ce point, c'est très difficile de faire la lecture exacte. Donc il faut chercher un point qui est clair, dont la lecture est simple sur la courbe. Et le plus simple, c'est celui-là. C'est ce point-là. Et entre ce point et ce point, vous calculez combien de périodes? J'ai 1, 2, 3. Et donc j'écris 3t égale à 1,5 fois 1, 2, 3. 1,5 fois 3, ça me donne 6. Donc 3 périodes égale à 6 millisecondes. Et donc la période, c'est 2 millisecondes. Vous voyez, c'est la méthode la plus simple. Donc, je cherche toujours un point où c'est très clair la lecture sur la courbe.
Bon, on détermine la pseudo-période. Là, c'est pas de problème. La pseudo-période, elle est claire. Si vous voyez ce point, il est clair. Donc, j'ai pas besoin de faire plusieurs périodes. Donc, ça me donne 4 millisecondes graphiquement. Connaissant la pseudo-période et la capacité, je peux déterminer L1 tout de suite. C'est t carré sur 4 pi carré fois c. Petite application numérique, ça vous donne 0,8 Henri. L'équation différentielle vérifiée par la charge, ça vous le connaissez par cœur maintenant. La loi d'additivité des tensions. L1, U de L plus U de C égale à 0. Et je sais que D de I sur D de T, c'est D carré de Q sur DT carré, parce que I, c'est D de Q sur D de T. Vous remplacez, vous avez directement l'équation demandée. On vous donne la solution de cette équation. C'est une solution sinusoïdale, cosinus 2pi sur T0 fois T plus phi. Et on vous demande laquelle est la bonne réponse. Bon, d'abord, on sait que Qmax, c'est 3 microcoulombs. Donc, tout de suite, je barre les réponses C et D et B, parce que là, c'est pas 3. Il me reste entre A et D. Et donc, il faut que je détermine la phase. Pour déterminer la phase, c'est toujours les conditions initiales. À t égale à 0, Q de t, c'est Qm cosinus 0 plus phi, c'est-à-dire Qm cosinus phi. Or, on sait qu'à t égale à 0, le condensateur était complètement chargé. Donc, Q est égal à Qm. Et par conséquent, cosinus phi est égal à 1. Et donc, phi égale à 0. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse A. Maintenant, la valeur de Imax. Donc là, il suffit toujours, chaque fois qu'on vous dit Imax dans le circuit LC, pensez à la conservation de l'énergie, à l'expression de l'énergie. Donc l'énergie totale, soit l'énergie est égale à l'énergie électrique maximale, qui est 1 demi C Umax au carré, ou bien 1 demi L, l'énergie magnétique maximale. Et donc, je peux déterminer Imax, c'est Umax au carré, qui est en fait E, donc Umax c'est E, C on le connaît, L on le connaît, donc vous avez tout. Hein. Donc 6 racine carrée de 0,5, 10 moins 6 divisé par 0,8, ça vous donne 4,71 milliampères et je coche la réponse D. Maintenant, l'énergie totale du circuit se conserve. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a une résistance, une bobine idéale qui n'a pas de résistance, donc il n'y a pas de perte par effet Joule. Calculer la valeur de l'énergie totale, bon, je le détermine puisque je connais E et C, donc ou bien je connais L, I max, mais là je connais C et E, c'est le plus simple. Donc ça me donne 9 microjoules, c'est-à-dire 9 10 moins 6 joules. Enfin, la valeur de la charge du condensateur dans le cas où l'énergie électrique est égale, emmagasinée, est égale à l'énergie magnétique. Donc on sait que l'énergie totale se conserve dans notre cas, qui est égale à l'énergie électrique maximale, qui est égale à l'énergie magnétique maximale, et en ce point, qui est égal à un instant t quelconque à l'énergie électrique plus l'énergie magnétique. Si l'énergie électrique est égale à l'énergie magnétique, ce terme c'est 2 fois l'énergie électrique ou bien 2 fois l'énergie magnétique. Donc je peux déterminer tout de suite l'énergie électrique, c'est l'énergie totale divisée par 2. Or, l'énergie électrique à un instant t quelconque, c'est 1 demi Q carré sur C, ou bien 1 demi C E au carré, c'est la même chose. Et je connais E total, je simplifie ici par 2, je connais C, donc je peux déterminer tout de suite valeur absolue de Q, parce que quand je passe à la racine carrée de Q carré, c'est valeur absolue de Q. C'est pourquoi on vous demande valeur absolue. Ça peut être plus, ça peut être moins, parce que Q c'est oscillatoire, il varie entre moins Q max et Q max. Vous faites ici l'application numérique et ça vous donne exactement 9,110 moins 6. Donc voilà pour ce corrigé très détaillé de la session 2021, session normale. J'espère que ça va aider beaucoup d'élèves pour l'année prochaine, Inch'Allah. Voilà, bon courage, bonne continuation et à très bientôt pour les autres corrigés.